Alors, nous avons avec nous en visuel Jimmy Jean. Jimmy Jean est économiste en chef et stratège pour le mouvement Desjardins. Bon après-midi, Monsieur Jean. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien vous-même? Oui. Alors, on parle budget. On aimerait avoir votre opinion sur ce qui a retenu votre attention dans ce budget fédéral. Ben, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un budget, on le sait, qui a été très dépensier. On a relevé les dépenses de 6,5% pour cette année. Donc, c'est une hausse substantielle des dépenses gouvernementales pour subvenir à plusieurs urgences, alors que tout crie au secours finalement. Donc, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau du support pour la jeunesse, que ce soit aussi des besoins en défense nationale, hein, parce que on sait qu'il y a des impératifs qui demandent à ce que le Canada atteigne 2 de son PIB qui soit dépensé en défense nationale. Et même malgré les augmentations qu'on a annoncées, on ne va pas y arriver. Et donc, oui, beaucoup de dépenses. Et pour subvenir à ces dépenses-là et respecter les cibles de déficit, eh bien, il a fallu décréter des hausses d'impôts qui vont affecter principalement les gens les plus fortunés et aussi les sociétés les sociétés de taille moyenne à grande. Hmm. Donc, tout type de qualificatif sauf budget d'austérité. Ah non, c'est le contraire d'un budget d'austérité ici. Même que l'année dernière, on avait dit qu'on identifierait pour 15 milliards d'économies et finalement, on a été capable d'en identifier seulement 9. Mais même à ça, devant la pluie de dépenses, c'est au-delà de 50 milliards de plus de dépenses, même ce 15 milliards-là, c'est pas grand-chose. Donc, on n'est pas dans l'austérité ici. C'est un gouvernement, il faut le rappeler, qui est appuyé par le NPD, un gouvernement minoritaire, mais appuyé par le NPD. Donc, des mesures qui sont en place pour aussi plaire au parti NPD, entre autres le programme national d'assurance médicaments, qui n'a pas vraiment d'impact au Québec puisqu'il y en a déjà un, mais c'était une demande du NPD. On a introduit des montants pour ça dans le budget d'hier. Et aussi, c'est un gouvernement qui est à un an et quelques des élections. Et donc, on veut mettre en place des mesures aussi pour améliorer la performance dans les sondages, hein, parce qu'il faut le reconnaître, il y a un retard substantiel par rapport aux conservateurs de Pierre Poilievre. Et c'est pour ça qu'on a mis le paquet dans ce budget-là. Et d'une certaine manière, ça n'a surpris personne parce que dès la première campagne, nous sommes à son troisième gouvernement de Justin Trudeau. Et bien, Oui. dès la première campagne, il avait annoncé qu'on ferait de petits déficits, si on se souvient bien. Et de déficit en déficit, on est toujours en déficit. Finalement, et le pays s'en tire quand même pas si mal que ça de manière globale. Est-ce qu'il y a un miracle qui s'est opéré? Mais comment on explique la bonne tenue quand même du Canada parmi les pays du G7? On n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal et il faut surtout dire merci aux efforts de compression des dépenses sous les administrations du gouvernement, entre autres le gouvernement de Jean Chrétien dans les années 90, le gouvernement de Stephen Harper dans les années 2000. Donc ce sont ces gouvernements-là qui avaient été en position de devoir donner un coup de barre aux finances publiques parce qu'à ce moment-là, ça allait pas bien. Il y avait eu une décote et les dépenses publiques n'étaient plus sous contrôle. Donc, on a réussi ce tour de maître-là durant ces années-là. On s'est même rendu en territoire de surplus budgétaire. Or, est arrivée, bon, la crise financière est arrivée, surtout la pandémie. Donc, ça a creusé des déficits importants. Mais c'est vrai, grâce à ces efforts-là dans le passé, même la détérioration qu'on a vue sous le gouvernement de Justin Trudeau n'est pas suffisante pour dire que le Canada n'est plus dans une position enviable
lorsqu'on le compare aux pays, à l'ensemble des pays développés. Effectivement, on voit des détériorations beaucoup plus substantielles dans des pays comme les États-Unis ou alors en France. Et le Canada, et c'est ça qui surprend, s'enorgueillit encore d'avoir sa cote 3A. Oui, pour l'instant, ça tient. La cote triple A est maintenue. Ça veut dire qu'internationalement, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte que le Canada, ni à court terme, ni à moyen ou long terme, ne sera pas capable de payer sa dette. Cela étant dit, il y a quand même eu beaucoup de critiques par rapport au budget et par rapport à, disons, la gestion budgétaire sous le gouvernement de Justin Trudeau, parce que il y a des mesures qui, veulent soutenir une certaine frange de la population et c'est bien, c'est louable. En logement, les prix explosent au niveau des loyers. Donc, il faut plus de logements, coûte que coûte. Ça fait longtemps qu'on le dit. Donc, ces mesures-là, on les salue quand même. Mais il reste qu'à long terme, pour être capable de continuer de jouir de finances publiques relativement bonnes et de la cote AAA, ben, il faut générer plus de richesse économique, plus de croissance économique. Et ça va se faire avec des gains de productivité. Il faut que les entreprises investissent, il faut voir des nouvelles entreprises, il faut voir des startups, de l'entrepreneuriat. Et là-dessus, il y a eu très peu, que ce soit dans le budget hier ou que ce soit dans les années passées, pour tenter de stimuler l'activité à ce niveau-là. Or, qu'est-ce qu'on voit dans les chiffres? C'est plutôt inquiétant. Il y a une baisse de l'investissement et du stock de capital par habitant et ça va dans la direction contraire à stimuler la productivité. La productivité, c'est ce qui va faire en sorte qu'on sera capable de connaître des fortes croissances économiques, des fortes croissances des salaires aussi, et tout en n'assistant pas à une pression inflationniste importante. Donc, c'est pour ça que nous, économistes, militons depuis longtemps pour que des mesures soient faites pour augmenter l'efficience, la productivité de l'économie, et non seulement remettre ou donner des incitatifs aux ménages. Est-ce que les calculs des économistes valent encore, en tout cas la logique des économistes par rapport à ces grands dépensiers, qu'on regarde du côté des États-Unis, mais c'est des prévisions qui n'ont pas de plafond salarial qui augmente, plafond de dépenses qui augmente, qui ne connaissent plus de plafond, n'est-ce pas? On dépasse toujours le plafond et ça continue à être le pays modèle à suivre. Je ne sais pas, c'est le premier pays au monde. Et je constate qu'ici aussi, on s'en fiche que les Canadiens commencent la vie avec une hypothèque de 30 000, 50 000 dollars pour des jeunes enfants, etc. Est-ce que cette, euh, cette logique des économistes a encore sa place, à savoir qu'il faut regarder ses dépenses par rapport à ses revenus, ne pas dépenser plus de revenus, plus de dépenses que de revenus. Est-ce que ça tient encore quand on regarde la façon de faire des politiciens des pays développés? Absolument. C'est drôle parce que on se fait beaucoup poser la question, ben, quel exemple les gouvernements donnent à monsieur, madame, tout le monde, alors qu'effectivement, il y a, le Canada est un des pays les plus endettés ou le ménage est le plus endetté au monde. Pas parce que les gens dépensent sans compter, c'est surtout parce que les prix de l'immobilier sont très élevés dans plusieurs marchés. Et donc, les hypothèques qu'il faut effectivement être capable de soutenir en fonction du revenu disponible sont très élevés. Or, qu'est-ce que ça fait, par exemple, en ce moment, alors que les taux d'intérêt augmentent et que les dépenses en intérêt augmentent donc dans le budget de ménage, c'est qu'on voit que les dépenses en consommation autres que le paiement d'hypothèque, ça baisse. Donc, on est obligé de faire des sacrifices ailleurs pour être capable de boucler son budget. Donc, ça, c'est l'exemple d'un ménage qui doit faire un sacrifice. Parce qu'à un certain moment donné, on ne peut pas non plus s'endetter éternellement. C'est la même chose au niveau des gouvernements. Au niveau des gouvernements, là, ce qu'on a vu, pendant la pandémie, bon, il y a eu un endettement qui était nécessaire parce qu'il fallait
maintenir l'économie à flot pendant qu'il y avait, entre autres, des confinements. Or, c'est comme si on a pris l'habitude un petit peu. Là, les banques centrales achetaient cette dette-là, ça aidait les gouvernements à pouvoir en émettre beaucoup. Mais maintenant, on est déjà au-delà de la pandémie, on est encore à 40 milliards de déficit. Et c'est comme si il n'y a plus ce concept de discipline ou d'approche parcimonieuse. On l'a un petit peu perdu à travers le monde. Mais là, on sent que le balancier commence à retourner parce que, par exemple, en France, on annonce des coupes budgétaires très drastiques. Aux États-Unis, ça va être intéressant à surveiller parce que ni Trump ni Biden ne proposent quoi que ce soit qui soit du moins réaliste pour contrôler les dépenses publiques. Biden propose quelque chose, mais ce ne sera jamais mis en application tant et aussi longtemps que les démocrates ne posséderont pas les deux chambres au Congrès. Et ça, on ne voit pas ça même dans la prochaine élection. Si Biden arrivait à passer, on ne verrait pas ça. Et dans le camp des républicains, du côté de Trump, ben, ce qu'on promet, c'est d'autres baisses d'impôts aux sociétés qui aussi va s'ajouter au déficit et à la dette américaine. Donc ça, c'est très inquiétant ce qu'on observe aux États-Unis. Et il n'est pas impossible qu'on observe des décotes du statut de la dette américaine et que finalement, ben, sur les marchés financiers, on commence à perdre patience. Peut-être pas nécessairement par rapport aux États-Unis, mais d'autres pays aussi qui sont dans des situations fragiles. On peut penser à l'Italie, plusieurs pays émergents où est-ce que la dette est très élevée. Et c'est là que les taux d'intérêt pourraient augmenter dans plusieurs pays. Donc, c'est pour ça qu'on dit le Canada, le Québec, on ne veut pas se rendre là, on ne veut pas tester l'humeur des marchés financiers et causer une situation où est-ce qu'en catastrophe, on est obligé de couper dans les dépenses publiques. C'est ce qu'on a vu en Grèce, entre autres, dans les années 2010, et ça a fait très mal à l'économie. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de s'y prendre de manière réfléchie, d'avoir des finances publiques en bonne santé pour éviter ce scénario très déstabilisateur. Et c'est ce que j'allais parler, justement, j'allais utiliser la question des taux d'intérêt qui, semble-t-il, ne sont pas contrôlés par l'État, les gouvernements. On dirait que les gouverneurs prennent leurs décisions en fonction de leur compréhension de l'humeur de l'économie pour éviter, etc. Et est-ce que ça serait mieux si c'était les politiques qui décidaient des taux d'intérêt? Je ne suis pas sûr, mais on semble aller quelquefois à l'encontre des mesures qui sont prises pour garder les taux d'intérêt, pour maintenir, disons, contrer l'inflation. Et les gouvernements qui mettent beaucoup d'argent, comme le gouvernement fédéral vient de le faire, beaucoup d'argent en circulation, ça envoie un message contraire par rapport au taux d'intérêt élevé de la Banque du Canada. Absolument. C'est ça le risque un peu avec des gouvernements, des dépenses publiques aussi élevées, aussi importantes, c'est que ça peut stimuler l'inflation et faire en sorte que finalement la politique monétaire, les taux d'intérêt élevés que la Banque du Canada met en place pour tenter de ramener l'inflation à 2 mais finalement, cette politique-là devienne moins efficace et qu'il faille soit maintenir les taux d'intérêt inchangés pendant plus longtemps. Et on sait que ces taux-là, ça fait mal. C'est très difficile, par exemple, pour des emprunteurs, des nouveaux acheteurs de s'acheter une maison au taux d'intérêt actuel. Euh, on s'attend à ce que la Banque du Canada commence à réduire graduellement ses taux en juin, mais plus le gouvernement dépense, le plus ça fait en sorte que la Banque du Canada pourrait vouloir retarder ou bien moins baisser les taux. Donc, c'est ce genre de considération. Dans ce que j'ai vu dans le budget hier, je ne crois pas que ce soit suffisant pour que la Banque du Canada décide de baisser ses taux parce qu'on n'a pas, par exemple, fait des choses qu'on a vues pendant la pandémie, comme donner des chèques directement aux ménages, des chèques de PCU. On n'a pas vu ça dans le budget hier. On a vu des dépenses pour augmenter l'offre de logement, l'offre de logement locatif. Donc, c'est des choix qui sont nécessaires de faire, ou encore la défense nationale, ce genre de choses-là, mais au moins, on n'a pas vu des chèques directement aux ménages. Parce qu'à ce moment-là, là, on dirait, oui, la Banque du Canada ne sera pas en position de baisser ses taux d'intérêt. Donc, mais il reste qu'il n'y a pas juste, on parle du gouvernement fédéral parce qu'il a déposé son budget hier,
Mais il y a aussi les provinces. Et il y a des provinces comme en Colombie-Britannique où est-ce qu'on a augmenté les dépenses de manière significative. Au Québec, on a accusé un déficit plus important en raison des hausses salariales aux travailleurs de la fonction publique. Donc, ça aussi, c'est, bon, en théorie, c'est de nature à être inflationniste si on donne plus d'argent, si on rémunère davantage les travailleurs. En même temps, les travailleurs, eux, veulent simplement être compensés pour l'inflation qui est venue perturber leur pouvoir d'achat. C'est tout à fait normal. Mais ça illustre la situation très difficile dans laquelle on est. Et au global, c'est pour ça que les gouvernements se doivent de garder une certaine parcimonie, sans parler d'austérité, mais de dégager des efficiences aussi. Donc, si on augmente les dépenses dans quelque chose qui est nécessaire dans le logement, donc il faut réfléchir à d'autres endroits, comme un ménage doit le faire lorsqu'il a des dépenses plus élevées, à un autre endroit où couper. Donc, peut-être qu'on va moins en voyage, si on voit son paiement hypothécaire augmenter, peut-être qu'il y a des dépenses moins nécessaires. Mais le gouvernement doit faire le même exercice. On nous avait promis cet exercice-là l'année passée et visiblement, cet exercice-là, on n'y est pas arrivé encore à bout. Enfin, mais on a fini par avoir cette entrevue, Jimmy Jean, hein? Oui. Parce qu'on s'est essayé à plusieurs occasions, mais enfin, on l'a. Et puis, vous direz pour nous, au Mouvement des Jardins, qu'il a fait le bon choix, n'est-ce pas? Et on est très heureux, hein? Jimmy Jean, économiste en chef et stratège pour le Mouvement des Jardins. Stratège pour le Mouvement des Jardins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une appellation de marché financier, donc au niveau des prévisions qui ont trait au taux d'intérêt et aux banques centrales, c'est pour ça. Et tout ça, c'est lui le chef, mesdames, messieurs. Merci encore, Jimmy Jean. Merci d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Au plaisir et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Voilà.